Localocratie. Et si on parlait de démocratie locale ? À côté des services communaux, une deuxième institution occupe une place importante dans nos communes. Le Centre public d'action sociale, dit CPAS. Découverte de l'étendue des services rendus par un tel centre avec Mélanie Lazzari, directrice générale de celui d'Anu. Car l'action sociale dépasse largement l'aide sociale. Et à Anu, le CPAS propose de nombreux services. Aide familiale, livraison de repas à domicile, insertion sociale, insertion professionnelle, crèche, maison de repos, résidence-service et même une entreprise de travail adapté. Si chaque service est coordonné par une personne différente, Mélanie Lazzari nous parle de son rôle de directrice pour mettre de l'huile dans les rouages, ainsi que de la confiance à établir avec les présidences politiques du CPAS afin de garder un cap cohérent ensemble. Bonne écoute de Localocratie, épisode 12. Mélanie Lazzari, directrice de CPAS, les mains dans le cambouis. Bonjour Mélanie Lazzari. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre bureau au CPAS de Anu. Est-ce que vous pouvez peut-être d'abord nous présenter votre parcours et ce qui vous a amené à prendre la direction d'une telle institution ? Avec plaisir. Donc moi, je suis licenciée en sciences politiques de l'Université de Liège. J'ai terminé en 2006 et en fait, j'ai choisi ces études-là au départ parce que j'avais l'objectif de devenir journaliste. Et en fait, une fois avoir commencé les cours, je me suis vraiment passionnée pour les cours de droit public et administratif. Et donc, j'ai choisi toutes les options qui se rapportaient à l'administration publique. Et en sortant, j'ai vraiment eu l'ambition de devenir à terme secrétaire communale. Donc, c'était le terme à l'époque pour directrice générale d'administration communale. Mais j'étais bien consciente aussi que ce n'était pas une fonction à occuper à 22 ans, à l'âge que j'avais à l'époque. Et donc, je m'étais fait mon petit plan de carrière en me disant que j'allais essayer différents postes, différentes expériences et qu'à terme, quand je me sentirais prête, je briguerais une fonction de ce type-là. Alors ensuite, j'ai travaillé 1 an et demi comme assistante à l'université. Puis j'ai travaillé dans un cabinet ministériel, le vice-premier ministre, un vice-premier ministre au fédéral à l'époque, dans les matières fonction publique et marché public. Donc je restais quand même toujours dans le même domaine. Mais vraiment, ce qui m'emballait dans la fonction de secrétaire communal, c'était le fait d'avoir à gérer plusieurs matières différentes, d'avoir les mains dans le cambouis, d'être dans le concret, d'avoir vraiment des responsabilités très concrètes. Et donc, j'ai eu envie à ce moment-là de me rapprocher du monde local. Donc, j'ai pris un poste de gestionnaire d'une ASBL de gestion du centre-ville, ici à Anu. Et entre-temps, j'ai construit une maison, je suis venue habiter à Anu, donc c'est devenu mon foyer. Là, en fait, l'objectif, c'était vraiment de monter des projets en collaboration avec la ville et les commerçants du centre-ville. Alors, j'y suis restée aussi 1 an et demi. Quand je vous dis expérience variée, c'était des courtes expériences. Et donc là, ensuite, j'ai occupé un poste de chef de bureau au service des affaires économiques de la ville de Namur. Parce que je m'étais dit qu'il était temps que j'approche une administration communale, puisque c'était quand même l'objectif qui ne m'a jamais quitté. Donc, je voulais le voir de l'intérieur. Et alors, ce qui était assez drôle, c'est que pour tous ces emplois, quand j'arrivais à l'entretien d'embauche, l'examen oral, et qu'on me demandait, voilà, qu'est-ce que vous briguez à l'avenir, systématiquement, la réponse ne changeait pas, secrétaire communal. Donc ça nous amène en 2013, où là, en fait, il s'est passé que la toute jeune directrice générale du CPS de Anu a pris le poste de secrétaire communale, directrice générale de l'administration communale. Et donc, le poste au CPS est devenu vacant. Donc j'ai dû beaucoup réfléchir parce qu'en fait le CPS je ne l'avais jamais envisagé. Je me rendais bien compte que ma collègue Madame Debrou, pour ceux qui la connaissent, n'a que 3 ans de plus que moi, donc c'était mort pour le poste de secrétaire communal à Anu. Et donc voilà, j'ai pas réfléchi longtemps en fait parce que la fonction est similaire, le CPS c'est très très intéressant aussi. C'est des matières que je ne connaissais pas mais que j'étais toute prête à apprendre. Et voilà, finalement je l'ai obtenu et j'ai commencé il y a un petit peu plus de 10 ans.
Et vous avez l'impression d'y avoir trouvé ce que vous évoquiez il y a quelques secondes, c'est-à-dire du concret et du cambouis? Ah, tout à fait, tous les jours. Et donc maintenant, si le poste à la commune devait être vacant, je n'irais pas, parce que j'ai vraiment trouvé ma vocation ici. Et je pense que c'est Monsieur Havard qui vous le disait dans un autre podcast. Quand on arrive le matin, on ne sait pas de quoi la journée va être faite. On a beau faire un planning, avoir un agenda, ça ne sert à rien parce que on ne peut pas s'y tenir en fait. Et on n'a même pas d'idée de la nature du problème qui va nous tomber dessus. Et voilà, après 10 ans, j'en ai toujours pas fait le tour. Je ne m'estime pas experte, même si je commence maintenant à être dans les plus âgés, enfin en tout cas les plus dans les DG qui ont la plus longue longévité au niveau wallon. Il y en a des beaucoup plus âgés que moi, hein, mais je veux dire, je me suis rendu compte il y a peu que je n'étais plus une toute jeune DG comme je pensais l'être il y a encore quelques temps. Et voilà, on n'en fait pas le tour en fait, parce que les projets évoluent, le personnel évolue, tous les 6 ans on relance, on repart à zéro au niveau politique, et donc non, on ne s'en lasse pas. Très bien. Et donc, finalement, autre institution, mais implication locale tout aussi forte, avec cette variété d'activités et un plein épanouissement en pouvant être à la manœuvre, à l'initiative de plein de choses pour le quotidien des citoyennes et des citoyens d'Anu, alors? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas que de l'aide sociale en CPS. Bon, le nom a changé, hein, c'est le Centre public d'action sociale. Ben ici à Anu, ça porte vraiment bien son nom, puisqu'on est un très gros CPS. Très gros, non, gros par rapport à la taille de la ville, puisque Anu, c'est une ville moyenne, entre petite et moyenne, de 17 000 habitants, avec un CPS qui compte 175 agents. Et donc, par exemple, c'est le plus gros employeur de la ville de Anu, c'est le CPS. Donc, évidemment, il n'y a pas qu'un service social. On a évidemment le service social qui est le cœur de l'action sociale, de notre métier premier, mais qui est composé de plusieurs cellules différentes. On a un service d'aide familiale, un service de livraison de repas à domicile, un service d'insertion sociale qui organise des activités pour les personnes isolées, en précarité, un service d'insertion professionnelle qui s'occupe de mettre à l'emploi toute une série de personnes en collaboration évidemment avec les autres services comme le Forum, les maisons de l'emploi, etc. On remet des gens à l'emploi, nous, au niveau de nos propres services, avec la mesure article 60. Ça, on verra si on a l'occasion après d'en reparler. Et alors, il y a au CPS de Anu une maison de repos de 73 lits et une résidence-service de 21 appartements. Il y a une crèche de 57 enfants qu'on va bientôt agrandir. On va passer à 70 places. Et petite particularité ici à Anu, nous avons une entreprise de travail adapté qui occupe 28 ouvriers handicapés et qui s'occupe en fait d'entretien de parquet jardin, petits travaux, élagage, montage de clôture, etc. Il y a aussi un service buanderie et vente de bois. Et donc, en fait, c'est la seule ETA en Wallonie qui est gérée par un CPS. C'est pour ça que je dis que c'est une particularité. Donc c'est le CPS qui a monté et qui organise et qui assure la gestion de cette entreprise de travail adapté. Tout à fait. Et donc, quand on parle des personnes pour qui on travaille, on a les bénéficiaires, mais on a aussi des résidents, des enfants, des parents d'enfants, des clients. Et tout ce petit monde, en fait, est très hétéroclite, varié. Et je pense que la cohésion au sein du personnel est très forte. Les gens sont fiers de travailler pour le CPS parce que, justement, on apporte tout ça à la population. Et donc, vous êtes fière d'en être également la directrice générale? Ah, tout à fait. Comment est-ce qu'on parvient alors à coordonner l'ensemble de ces actions aussi diversifiées que ce que vous venez d'évoquer en une seule institution? Parce que finalement, il faut faire des allocations budgétaires, il faut choisir des orientations, tout en continuant d'avoir cet éventail complet de services qui touche finalement les gens de la naissance jusqu'à la fin de vie, avec les publics que vous avez évoqués, à travers tous les accidents ou difficultés de parcours. Comment est-ce que vous arrivez à imprimer une vision sur cet aspect-là? Alors déjà, il faut compter sur une équipe solide, et surtout un échelon intermédiaire sur qui on peut compter, c'est-à-dire les chefs de service.
puisque ce sont des matières très différentes. Donc ça, il faut aussi ne pas avoir peur d'étudier, parce que la gestion d'une maison de repos, par exemple, c'est pas évident. Il y a des normes très spécifiques au niveau du financement, par exemple, qu'il faut maîtriser. C'était pas le cas quand je suis arrivée. On a d'ailleurs eu quelques couacs à certains moments. Et donc tout ça, voilà, quand on arrive, quand on passe l'examen, on nous pose des questions sur la loi organique et sur la loi 2002 sur le RIS. Très bien, j'ai étudié, j'ai fait ma part, je suis arrivée ici. Mais après, il y a tout le reste, quoi. Et donc la réalité est beaucoup plus complexe encore que ce que vous imaginiez avant d'arriver. Tout à fait. Et par rapport aux services qui sont gérés ici, ils ont vraiment des législations spécifiques. La crèche, c'est la même chose, le TA, pareil. Et donc, il faut avoir l'esprit ouvert et surtout avoir une veille législative correcte, ce qui est assez difficile parce qu'on pourrait ne faire que ça. Et comme on n'a pas le temps, on essaye d'avoir un juste milieu. Et alors, comme je le disais au départ, vraiment pouvoir compter sur des chefs de service qui maîtrisent, qui sont là, qui travaillent ensemble et qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Donc moi, ici, je me considère vraiment... je suis là en cas de besoin, en fait. Je suis là pour eux, je suis là pour gérer les problèmes. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'autoritaire au sens vraiment pur du terme. Je fais confiance à mes chefs de service et je suis là en soutien. Et je pense que c'est extrêmement important cette manière de faire parce que c'est eux qui ont les mains dans le cambouis, en fait, c'est pas moi. Quand on est au sein de la crèche, on a les parents, on a les médecins, etc. Enfin voilà, moi j'interviens pour mettre de l'huile dans les rouages. Et donc on a un comité de direction qui se réunit. Mais pas toutes les semaines. Ici, par exemple, c'est quelques fois par an pour les grands projets, pour les modifications budgétaires, les budgets, etc. Le reste du temps, moi, je privilégie vraiment énormément la communication et se mettre ensemble autour d'une table, discuter pour régler les problèmes, faire des brainstorming, monter des projets. Parce que ce qui est assez marrant de voir, en fait, c'est qu'au sein de mon comité de direction, c'est très facile de voir qui est en service d'appui et qui est en service, on va dire, qui n'est pas un service de base du CPS. Donc, on a le directeur de la maison de repos, la directrice de la crèche, le directeur de l'ETA. Eux, en fait, voilà, ils ont leur petite entreprise à gérer, ils le font très bien. Et à côté de ça, on a les gens de l'administration, service administratif, mais eux qui sont là pour que tout fonctionne, en fait. Pour garder une cohérence, pour gérer le budget, la gestion des ressources humaines, etc. Et donc, on a un peu... on doit empêcher les directions de ne pas trop travailler en vase clos et il ne faut pas non plus que ceux qui sont au service d'appui se retrouvent noyés de demandes de tout le monde, en fait. Donc, c'est plutôt là-dedans que je m'inscris, garder la cohérence. Un travail d'équilibriste entre le fait qu'il faut que chaque service ou chaque service spécifique, vous l'évoquiez, maison de repos, crèche, etc., puisse fonctionner au mieux pour les personnes qui viennent dans ce service-là. Mais c'est quand même un seul CPS derrière. Tout à Donc fait. une unicité à préserver, une identité aussi sur laquelle il faut travailler régulièrement. Une identité, des valeurs, mais ça je pense qu'on est assez bien lotis j'ai l'impression qu'on avance tous dans le même sens et avec main dans la main avec le politique aussi. Mais c'est plutôt une question de procédure parce que vous allez dire à un directeur d'entreprise de travail adapté qui fonctionne vraiment comme une entreprise commerciale, puisque la VIC nous impose d'être rentable et nous le sommes, mais c'est très bien. Et de facturer les services et les prestations. Voilà, tout à fait. C'est vraiment dans ce mode-là que c'est organisé, mais il faut respecter la loi sur les marchés publics. Il y a un budget, il y a des articles budgétaires qu'on ne peut pas dépasser, et c'est pareil pour la crèche, la maison de repos. Donc voilà, et ça, comme vous dites, c'est un travail d'équilibriste. Vous venez de le réévoquer une deuxième fois, une coordination à l'interne, mais aussi à l'externe avec le monde politique. Oui. Puisque, vous l'avez bien dit, le CPS est indépendant de la commune et donc ne dépend pas directement du collège communal bourgmestre et échevin, mais par contre, il y a une présidence du CPS qui, elle, est bien une nomination politique. Mm-hmm. La loi ne l'oblige pas, mais les 3/4 du temps, c'est quand même quelqu'un qui était sur les listes et qui a été élu qui prend cette place. Quelle est l'articulation alors? Quel est l'enjeu? Parce que finalement, le CPS se retrouve avec une présidence de CPS, avec un conseil de l'action sociale qui sont aussi des délégués des différents partis politiques en place au niveau du conseil communal. Quelle est la relation? Comment envisagez-vous cette articulation avec le pouvoir politique de la ville finalement, même si le CPS est à côté de la ville? Alors, ça se passe très bien.
Mais en fait, je n'ai connu qu'un président depuis mon arrivée en 2013. Il est arrivé lors de cette législature-là, c'était une nouveauté pour lui aussi. Donc, il est resté 2 législatures et maintenant, il va prendre un repos bien mérité. Il est pensionné et donc, il ne s'est pas remis sur les listes. Donc, je vous avoue que j'appréhende un petit peu les élections de cette année-ci puisque je n'ai jamais connu personne d'autre et donc, mon quotidien risque de changer. Et depuis le début, en fait, on a travaillé en très bonne intelligence, le président et moi, parce qu'en fait, il fait vraiment une grande confiance envers l'administration. Il nous laisse gérer le quotidien, n'intervient pas dans des petits problèmes de gestion quotidienne qui finalement ne sont pas vraiment de son ressort. Par contre, arrive à maintenir le cap au niveau du conseil, garder les valeurs qui font le travail de notre CPS, garder tout le monde sur le même bateau, on va dire. Il y a vraiment très très peu de discussions partisanes au sein du conseil de l'action sociale. Ça, je pense que ça se reflète un peu partout dans les CPS. Comme c'est à huis clos, on n'est pas là en fait pour avoir des grands débats d'idées, majorité versus opposition. Ça ne se passe jamais comme ça en fait. C'est plutôt il y a des débats d'idées, mais chacun exprime son opinion sur des problèmes très concrets ou sur des grandes orientations par rapport à l'aide sociale, des lignes de conduite par exemple pour le service social. Chacun exprime son opinion et parfois on serait surpris de voir finalement le parti d'appartenance des personnes parce qu'elles viennent avec leur cœur, leurs idées et leurs expériences de vie. Et c'est plutôt comme ça que les discussions se déroulent en fait. C'est toujours très constructif. Donc quand on a un projet, un souci, voilà, tout le monde discute et on ressort avec une solution. Et ça tient aussi à la personnalité du président qui a réussi à bien rassembler autour de lui. Et alors, on se sent soutenu. Donc, il n'intervient pas à mauvais escient, ni les conseillers d'ailleurs, dans le travail de l'administration, mais on se sent soutenu par lui et par les conseillers quand on a un souci ou quand on a une mauvaise presse. Parfois, ça arrive, on a un souci, on est critiqué envers le bourgmestre, etc. Ça, les gens, s'ils n'ont pas le service qu'ils pensaient avoir, tout de suite, mail, téléphone permanent chez le bourgmestre. On se serre les coudes. Le président me demande ce qu'il en est exactement. Je lui fais un petit topo et puis il va expliquer au collège. Voilà pourquoi on a pris cette décision, pourquoi on a travaillé de telle sorte. J'ai franchement de la chance parce que je sais que ce n'est pas comme ça partout, mais ici on travaille main dans la main. Avec plutôt une relation d'un conseil d'action sociale et d'un président. Gardien de l'esprit, vous avez l'impression, qui s'assure que le CPS fait bien son travail et le fait bien dans la direction qui est celle souhaitée par la ville et qui est une direction d'action sociale pour le bien et le bien-être de tous les gens de Hanu. Oui. Alors j'ai un exemple très concret une manière de travailler qu'il a mise en place et qui nous facilite énormément la vie, mais ça a eu aussi des impacts très positifs au niveau financier. C'est le fait de ne jamais intervenir dans des listes d'attente. Ce n'est pas comme ça partout. Ce n'était pas forcément comme ça avant. On a des listes d'attente maison de repos, on a des listes d'attente crèche, par exemple. On a toute une série de bénéficiaires qui bénéficient d'aide, etc. On n'a jamais laissé personne intervenir pour remettre quelqu'un un petit peu plus haut ou pour prendre un dossier avec plus d'attention, etc. Pourquoi ? Parce que de un, c'est pas du tout dans nos valeurs et surtout, c'est complètement contre-productif. Au niveau de la maison de repos, on en a fait l'expérience il y a quelques années. On avait décidé, par exemple, de faire une liste d'attente chronologique quand on a déménagé le site de la maison de repos. Donc, je refais un petit coup de projecteur sur cette histoire. Donc, en fait, on avait une très, très vieille maison de repos dans un village dont le bâtiment n'était absolument plus aux normes. Et donc, en 2015, on a construit un tout nouveau bâtiment dans le centre-ville, très, très, très chouette, très moderne, magnifique. Et on est passé de 50 places à 73 places. Plus une résidence-service. Donc, on a eu toute une série de personnes qui se sont inscrites sur la liste d'attente parce que c'était attirant, évidemment. Et pas forcément des personnes qui étaient mal en point, qui n'étaient plus très autonomes, etc. Le public, en fait, qu'on avait de l'autre côté. Puisque c'était une maison de repos vieillotte, le cadre n'était pas magnifique, etc. Et donc, on ne nous avait pas alerté à l'époque sur l'impact qu'aurait l'augmentation de capacité sur le forfait, le financement de la maison de repos.
d'une manière structurelle et simplement mathématique, on allait perdre du subside rien que parce qu'on passait de 50 à 73 lits. Mais aussi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une liste d'attente de maisons de repos, on doit utiliser le critère de l'échelle de Katz. C'est en fait le degré d'autonomie des personnes. Et donc, au plus le degré d'autonomie est faible, je veux dire au moins la personne est autonome, plus le financement sera élevé. C'est assez logique. Et donc, c'est ce critère. On est là pour aider cette personne à continuer d'avoir une vie correcte, même si elle est en perte d'autonomie à titre individuel. Voilà. Et donc, ce critère est le premier critère à respecter pour gérer convenablement une maison de repos. À l'époque, on a craint un petit peu les demandes tout azimut de personnes valides pour entrer dans cette maison de repos qui était à l'époque vraiment très jolie, étincelante, et les demandes finalement de tout le monde, de conseillers communaux. Et donc, on a pris la décision, pour se sortir de cette ornière, de gérer les personnes de manière chronologique. Et donc, ça a eu un impact sur le financement de l'année d'après. On a perdu vraiment beaucoup de sous au niveau du subside, rien qu'à cause de ça. Et donc, voilà, on a pris notre bâton, on a remis le travail sur le métier, on a été en formation, on a réétudié convenablement la matière, on s'est fait conseiller par des professionnels pour redresser la barre et remettre des critères qui nous permettaient de gérer convenablement la maison de repos. Et c'est pareil à la crèche, il y a des critères ONE, on les respecte, point. Quand on engage quelqu'un, le politique fait confiance au jury, qui est uniquement administratif, et ils engagent le premier ou la première. Donc, je dois dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place par le président et qui nous facilite grandement la vie au niveau de l'administration. Et cette relation de confiance avec le politique se ressent aussi en interne, permet d'augmenter le niveau de confiance interne Tout à fait. Dans l'équipe du CPS. Bien sûr. Ça se voit. En fait, les agents sont libres de travailler, de mener des projets de A à Z, sans qu'ils soient remodifiés 4 fois quand ils passent au conseil. Et ça, je dois dire que ça permet une sérénité, en fait. Une sérénité, une confiance. Et une confiance, vous l'évoquez avec la maison de retraite, où tout d'un coup, le taux de financement par les institutions externes n'est pas le même. À ce moment-là, le CPS, il a besoin de cette relation de confiance avec la ville, puisque c'est la ville qui va devoir faire l'appoint s'il y a nécessité de terminer d'équilibrer le budget du CPS. Tout à fait. Alors, j'avais été appelée au collège à l'époque pour aller m'expliquer, parce que de fait, ça n'avait pas été anticipé. Maintenant, on a une très bonne relation avec la ville aussi. J'ai de la chance par rapport à ça aussi. Et donc, je leur ai expliqué ce qui s'était passé, quelle erreur on n'allait plus faire et le plan pour redresser tout ça. Donc en 2 ans, ça a été redressé. Il y a eu une très belle résilience de toutes les équipes. Mais voilà, on n'a pas dû demander une rallonge à la ville parce que les finances du CPS permettaient d'éponger, d'absorber le manque à gagner. Mais on travaille main dans la main et depuis 2 ans, on a un directeur financier commun aux 2 institutions. Et ça aide vraiment beaucoup aussi. Parce qu'il a la vue vraiment très claire sur les finances des 2 institutions. Et donc, gère en bon père de famille les deniers publics, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Très bien. En termes de satisfaction, de moments où vous vous êtes vraiment dites ça correspond à ce dont je rêvais, d'abord secrétaire communale, mais finalement directrice de CPS. Est-ce que vous avez des moments comme ça à nous partager qui témoignent de l'utilité et de tout le bien fondé d'une institution telle que celle que vous animez ? Alors, des bons moments. Oui, le plus beau moment pour moi, à titre personnel, c'est quand on a construit la nouvelle crèche, puisque c'est un CPS un peu bâtisseur. Donc, depuis 2013, on a construit une nouvelle maison de repos, une nouvelle crèche, des nouveaux logements, des logements d'urgence. Enfin, voilà, on n'arrête pas. Et dès qu'un projet est terminé, on réfléchit déjà au suivant. Donc, on parlait d'action sociale. Nous, c'est surtout c'est des constructions. Mais voilà, c'est pour la population. C'est nécessaire. C'est nécessaire, tout à fait. Et la population de Hanu grandit très, très vite. Donc, on est là derrière, il faut suivre. Et donc, le nouveau projet de crèche en 2018, ça a été extrêmement intéressant pour moi à suivre, puisque la maison de repos aussi, mais là, je venais d'arriver. Les plans avaient été faits avant que je n'arrive, donc je me suis inscrite dans un processus déjà en marche. Tandis que la crèche, j'étais là dès le commencement. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Les réunions de chantier, mettre ses bottes parfois au début pour aller voir. Tous les vendredis, il y avait réunion. Donc, je vous disais au départ que c'était très varié. C'est clair. Par rapport à ça, j'ai
j'ai appris énormément de choses aussi. Et puis, comme on augmentait aussi de capacité, on changeait le nombre de sections, on changeait la manière de travailler. On avait deux institutions d'accueil de la petite enfance qu'on a réunies dans le même bâtiment. Donc là, ça veut dire aussi faire travailler des personnes qui n'avaient pas l'habitude de travailler, recréer un nouveau projet pédagogique, changer peut-être certaines manières de travailler ancestrales, j'exagère, mais pour aller vers une modernité, un accueil des enfants plus proche que ce vers quoi l'ENE veut aller ces dernières années. Et donc, en plus, j'avais mes petites jumelles qui étaient à la crèche pendant ce temps-là. Donc à titre personnel, vraiment, c'est un projet qui m'a fortement enthousiasmée. Et alors, un deuxième bon souvenir qui commence par un très mauvais. C'est en 2002, en fait, nous avions été inondés à la maison de repos. Le sous-sol a été inondé, donc on a perdu la buanderie et la cuisine, qui n'ont pas pu fonctionner pendant 1 an. Et donc, oui. C'est un impact majeur. On a eu 1 million d'euros de pertes, de dégâts. Alors, on n'était pas les seuls. La ville de Hanu a été à pied d'œuvre aussi, puisque toute une série de citoyens qui ont été inondés. Alors, c'est sans commune mesure avec certaines communes de la province de Liège, évidemment. Mais voilà, on a eu notre petit incident il y a presque 2 ans. Et en fait, je dis que c'est un bon souvenir parce que la solidarité qui a eu lieu ce jour-là et les jours qui ont suivi au niveau du personnel, des conseillers, c'est vraiment admirable et très chouette à vivre, quoi. Ce jour-là, en fait, on a dû faire partir tous les conseillers parce qu'on n'avait plus d'électricité. Donc, pas tous les conseillers, tous les résidents, parce que nous n'avions plus d'électricité. Et donc, le centre de crise fédéral est descendu, etc. Ils nous ont dit non, écoutez, ils ne peuvent pas rester. Donc, on a dû appeler toute une série de maisons de repos un dimanche soir, de la Pentecôte en plus. Donc, voilà, pour essayer de les recaser. Le personnel avait commencé à faire les petites valises début d'après-midi. Tout le monde est revenu. Et on nous avait dit, je n'oublierai jamais, la médecin du centre de crise nous a dit, vous aurez des pertes, vous aurez des morts. Ça n'arrive pas, ce genre de choses, où tous les résidents s'en sortent. Eh ben non, on n'a pas eu de mort. Donc voilà, c'était vraiment un bon souvenir. Et je suis encore émue aujourd'hui, en fait, parce que tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde est revenu. Et en fait, le personnel a mis le bien-être des résidents avant le sien. Et voilà, c'était en 10 jours, en fait, on a pu rétablir la technique pour que les résidents reviennent. Et ils étaient tous contents de revenir, alors que certains étaient dans des maisons de repos beaucoup plus luxueuses, beaucoup plus chères que la nôtre. Et en fait, voilà, le personnel est allé les voir, leur rendre visite dans les autres maisons de repos la semaine qui a suivi. Et mais ils étaient tous contents de rentrer, donc ça fait plaisir. Et donc humainement, la preuve pour vous qu'il y a quelque chose qui tourne bien et qui fait que les gens sont heureux d'être ensemble, travailleurs, bénéficiaires. Exactement, c'est ça. Très bien. Des moments plus difficiles aussi, parfois, que les gens n'imaginent peut-être pas dans l'ensemble des services que rend un CPS, et des tensions ou des choses plus délicates à appréhender. Alors, au niveau démocratique pur, puisque c'est quand même le thème principal et je n'arrête pas de m'en éloigner, il y a le fait qu'il y a eu de nombreux conseillers de CPS qui ont dû quitter leur mandat pour monter au conseil communal. Et donc ça, parce qu'un conseil communal a démissionné, et malheureusement on a eu 2 décès aussi pendant la dernière législature, et ils m'ont tous dit qu'ils étaient déçus en fait de laisser un peu le travail sur le métier comme ça, de partir en plein milieu de la législature. Ils avaient commencé du bon boulot et ils devaient le laisser, et ils étaient tristes en fait de quitter le CPS parce qu'ici ils avaient vraiment l'impression de bosser ensemble et de se sentir utile et de travailler au jour le jour pour la bonne marche de l'institution, ce qui est moins le cas dans un conseil communal selon eux. Donc ça c'est vrai qu'à chaque fois on a des petits nouveaux qui arrivent, ça c'est bien, mais il faut laisser partir les conseillers, c'est parfois un crève-cœur. Et surtout, est-ce qu'il y a aussi inhérent derrière cela une difficulté ou un ralentissement du fonctionnement quand le conseil se renouvelle en cours de législature? Un petit peu, parce qu'il faut réexpliquer parce que les dossiers ne sont pas tous épisodiques du jour. Il y a quand même un lien, j'imagine, toute une série de dossiers de plus longue haleine. Oui, et notamment au niveau du comité spécial du service social, où là on suit vraiment la situation des bénéficiaires. C'est tous les 15 jours, et donc en fonction donc c'est ce comité-là qui octroie les aides, les RIS, mais pas que, les aides ponctuelles aussi. Et en fait, ils suivent la situation des personnes. L'assistante sociale vient présenter ses dossiers, et eux, ils sont vraiment garants de l'uniformité de l'aide, puisque en fait, toutes les assistantes sociales viennent
l'une après l'autre présenter les dossiers et eux ont une vue d'ensemble. Un regard externe aussi. Ils ne sont pas le nez dans le guidon. Et donc là, c'est vraiment un comité que je trouve très utile et qui est justement composé démocratiquement. Ils sont là pour gérer, pour octroyer les aides, parfois pour faire des refus et pour suivre la situation personnelle des personnes et de dire, ah bah oui, il y a un an, on a fait comme ça n'a pas fonctionné, on va faire autrement, etc. Et là, ils s'investissent beaucoup. Et donc là, quand ça change, il y a beaucoup de choses à réexpliquer, on va dire. Oui. Ceci dit, vous trouvez que cette loi qui interdit que, je ne connais plus par cœur, la fraction de conseils d'action sociale qui ne peuvent pas être issus du conseil communal, qu'il faudrait l'abroger et que ce ne serait pas un problème que tous les conseillers d'action sociale soient aussi conseillers communaux ? Oh non, je ne dis pas ça parce que c'est deux métiers complètement différents. Pas deux métiers, deux mandats complètement différents. Ici à ANU, ça pourrait en fait, il pourrait y en avoir certains qui ont les deux, mais ils ne préfèrent pas. Et je comprends, parce que c'est pas les mêmes matières, c'est pas la même manière de... Les réunions ne se tiennent pas de la même manière non plus, parce que tout simplement, le conseil communal, c'est public, donc on ne peut pas tout faire non plus. Mais voilà, ici, c'est peut-être un hasard. J'ai eu beaucoup de départs sur cette législature. Peut-être que la législature prochaine sera plus stable. Mais non, je ne me plaide pas pour un changement de système. Qu'est-ce qui vous inspire, qui vous plaît au niveau de cette vie communale la vie locale à laquelle vous participez pleinement avec votre institution ? Et est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues, que ce soit à ANU ou ailleurs, qui vous semblent vraiment dignes d'intérêt et pour lesquelles vous formuleriez le vœu que ça se réplique ? En fait, ce qui m'inspire à titre très personnel, je sors un petit peu de ma fonction, c'est tout ce qui concerne la formation des jeunes, la transmission entre les différentes générations. Et donc ici à ANU, c'est une petite ville très dynamique. Là, je dois vraiment saluer le travail de mes collègues communaux parce que il n'y a pas un week-end, une semaine où il ne se passe rien à ANU, il se passe toujours des choses à ANU. Et donc, voilà, j'ai noté le conseil communal des jeunes, par exemple, les activités intergénérationnelles, ça on en a beaucoup, nous. École communale et maison de repos. On a des chorales, par exemple, en commun. Activités intergénérationnelles entre la crèche et la maison de repos, des petits goûters ensemble, la chasse aux œufs à Pâques, etc. Et ça, c'est toujours vraiment très, très chouette pour tout le monde, en fait. Ici, récemment, la commune a mis en place l'action Stop Joli, où toutes les institutions étaient invitées un lundi à midi à s'arrêter, je pense que c'était 15 ou 20 minutes, pour lire un livre, pour promouvoir la lecture. Et donc, nous, on l'a fait à la crèche, par exemple, ou puricultrice. Enfin, toutes les puricultrices ont lu une histoire aux enfants pendant cette période-là. Donc ça, je trouve que c'est chouette, c'est du bon vivre ensemble et en même temps, ça transmet des valeurs qu'on n'a plus forcément quand on est plus isolé. Je peux citer aussi Été solidaire qui organise, mais ça c'est partout en Wallonie, mais ce sont des jobs pour étudiants, pour les jeunes, où on fait vraiment, on donne une place importante aux enfants de familles précarisées. Donc voilà, tout ça, ça m'inspire. Mais vous dites c'est partout en Wallonie, mais faut-il encore que quelqu'un, une institution ou des personnes prennent le relais au niveau local pour que ça ait lieu ? C'est très clair. Oui. Et donc là, nous, on travaille toujours en collaboration puisque c'est la ville qui pilote le projet, mais les étudiants vont notamment à la maison de repos, par exemple. Oui. Donc voilà. Et on participe au recrutement pour essayer d'avoir justement des enfants de familles aidés par le CPS dans la liste, quoi. Donc vraiment des belles synergies à mettre en place pour faire vivre tous ces moments-là où la région wallonne a peut-être proposé, mais il faut encore l'organiser. On retourne de nouveau les mains dans le cambouis. Tout à fait. Très bien. Et si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose, on dit toujours qu'une baguette magique, c'est un peu dangereux et ce serait un peu trop facile, mais de modifier quelque chose qui vous semble être plutôt un frein ou une difficulté, sur quoi irait votre regard ? Alors là, j'ai une idée directement parce que c'est quelque chose qui nous empoisonne la vie au quotidien. Je demanderai aux autorités subsidiantes d'utiliser un système de droit de tirage pour les subsides. Parce que je sais que Charles Lavard vous en a parlé aussi, on nous demande de planifier via un plan stratégique transversal, donc planifier nos actions, ce qu'on va faire pendant la législature qui arrive. Nous, en fait, à ANU, on est soumis à un plan de gestion puisqu'on est sous tutelle du CRAC, la
tutelle financière de la région wallonne. Donc, chaque travaux budgétaires sont scrutés par le CRAC. Et donc, on doit suivre un plan de gestion très strict et rester dans des balises strictes aussi de personnel, de fonctionnement. Donc, c'est pas toujours facile à gérer au quotidien. Et à côté de ça, donc, on doit s'organiser pour avoir une vue long terme, mais on n'a aucune vue sur les subsides qui vont arriver. Et donc, on a une multitude d'appels à projets de toutes sortes qui proposent des subsides one-shot pour des projets où, finalement, si on a envie d'y répondre, puisqu'on a envie d'avoir le subside, on a envie de mettre des projets sur pied, mais si on n'est pas repris, c'est du temps complètement perdu, puisque finalement, il n'y a rien et on y a consacré des ressources humaines, parfois financières, pour faire des études, etc. Et puis finalement, il n'y a rien. Et quand on est repris, oui, c'est bien, mais alors on doit changer notre fusil d'épaule puisque c'est pas repris dans le PSD, plan stratégique transversal. Et donc, si on fait ça, on n'aura peut-être pas le temps de faire autre chose, une action qui était, elle, reprise. Et donc, il va falloir s'en justifier. Donc là, vraiment, moi, je plaide pour ça parce que on est soumis à toute une série de législations et d'autorités de tutelle différentes. Et surtout ici, au niveau du CPS de Hanu, parce qu'il y a plusieurs services, 3 si je les compte bien, qui dépendent de l'AVIC, un qui dépend de l'ONE, le SPP Intégration Sociale évidemment qui chapeaute l'action sociale, le service social. Et donc nous, à chaque fois, ils sortent ils nous donnent des subsides sous forme d'appel à projet ou ils nous sortent des décisions, par exemple, vis-à-vis du personnel, mais dans leur domaine spécifique, alors que nous, on a tout à gérer. Donc, je vais vous donner un exemple pour me faire comprendre. L'ONE a décidé, il y a un an, de donner des éco-chèques aux puéricultrices, a dégagé un subside. Donc, on a reçu une petite lettre nous disant « Ah ben voilà, voilà un petit subside pour donner un éco-chèque à chaque puéricultrice. » On en a 14. C'est très bien. Sauf que moi, j'ai le reste des agents qui n'a pas droit aux éco-chèques. Alors qu'ils travaillent dans la même institution. Tout à fait. Est-ce qu'on l'octroie ou pas? Je n'ai pas ce système dans mon statut pécuniaire. Or, ça prend 4 mois de changer un statut pécuniaire. Est-ce qu'on le fait pour ce one-shot de l'ONE? Oui ou non? Mais ça veut dire que si on ne le fait pas, on se met quand même dans l'illégalité parce que ça ne respecte pas les principes. Et dernière chose, dans notre statut administratif, il est bien dit que les avantages accordés au personnel du CPS doivent l'être aussi au personnel de la ville. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 14 malheureux éco-chèques? Et c'est comme ça absolument dans tous les services et avec toutes les autorités subsidiantes, qui ne pensent pas finalement que nous, voilà, on arrive en dernier lieu avec le devoir de mettre tout ça en musique, alors que parfois c'est contradictoire. Et si je vous entends, outre le fait de devoir mettre tout ça en musique, ça casse la musique que vous aviez peut-être planifiée pour les X années avec une vision structurée et où, effectivement, par effet d'opportunité bien compris, vous vous retrouvez à devoir inverser vos priorités parce qu'il y a un subside qu'il serait dommage de ne pas prendre pour faire avancer tel ou tel dossier, mais qu'on avait peut-être imaginé faire avancer dans 4 ans et pas cette année-ci parce qu'il y avait d'abord d'autres priorités. Donc, vous vous retrouvez à devoir tout le temps... jongler. Oui, jongler. C'est ça, tout le temps. Et c'est pas uniquement pour les subsides ou pour les appels à projets ou les subsides, comme je viens d'expliquer par rapport au personnel, c'est pour tout en fait. C'est constamment. Et ça, c'est fatigant. Et donc, vous évoquiez que vous sembleriez, et vous n'êtes effectivement pas la première au micro de Localocratie à l'évoquer, qu'un droit de tirage serait plus simple, permettrait d'avoir une gestion plus apaisée de ces aspects-là. Peut-être pour les auditoristes qui ne voient pas à quoi on fait spécifiquement référence, vous pouvez expliquer ce qu'est un droit de tirage ou la manière dont vous rêveriez que le droit de tirage se présente? Oui, très simplement. C'est une possibilité pour les communes et CPS d'aller chercher un subside qui leur serait octroyé par exemple par rapport à leur nombre d'habitants pour mener les projets qu'elles ont envie de mener. Et ça respecterait beaucoup plus l'autonomie locale et notre travail, notre expertise, qui, à part nous, sait mieux de quoi on a besoin sur le territoire hanutois. Je pense que c'est la logique, en fait. On va répondre à un appel à projet qui est fait, qui est sûrement très bien, mais pour tout le territoire, alors qu'en fait, si on nous donnait finalement juste l'enveloppe, on mènerait le projet le plus adapté à nos bénéficiaires et à notre territoire. Et donc je pense que tout le monde y gagnerait. Oui, allez-y. Oui, voilà, mais tout le monde y gagnerait parce que c'est pareil partout. Mais donc l'idée derrière le droit de tirage, c'est pas de recevoir l'argent sans rien faire, mais c'est de pouvoir introduire votre projet tel que vous le voyez, de le défendre et qu'alors l'argent vienne
avec des montants équivalents, mais non pas sur des priorités décidées par un ministère ou un service du SPW, mais des priorités qui sont celles que vous mettez en avant dans votre dossier. En fait. Exactement. Et on a eu le cas avec les subsides du Covid. On a dû en rendre quand même une bonne partie, parce qu'à ce moment-là, c'était énorme, les subsides qu'on recevait. On n'a pas réussi à tout dépenser, quoi. Et donc voilà, je pense qu'écouter le terrain local et se baser sur les besoins déterminés au niveau local, ce serait plus efficace. Très bien. Est-ce que vous avez aussi une question que vous posez ou que vous voudriez poser à propos de la démocratie locale ? Oui, mais c'est une question que je pose tout haut ou à moi-même, si vous préférez. Une réflexion. Oui, non, vraiment une question. Parce qu'en fait, j'ai encore au moins 25 ans de carrière devant moi si tout va bien. Et donc la question, c'est les CPS ont-ils un avenir ? Alors c'est choquant, je m'en rends compte, mais je dois dire qu'entre les discussions d'il y a quelque temps sur la fusion entre la ville et le CPS, qui me paraissent à moi méconnaître totalement la spécificité en fait de l'institution et la prise de décision particulière qui existe dans un CPS et qui pour moi doit rester telle quelle. Entre ça et des initiatives aussi du SPP Intégration Sociale d'uniformiser vraiment l'aide sociale, l'aide ponctuelle. Donc une aide ponctuelle, c'est quand un bénéficiaire vient, par exemple, pour une facture de mazout, payer le stage de ses enfants, etc. Ce n'est pas la même chose que le revenu d'intégration. Le SPP est vraiment dans une mouvance où il souhaite que les bénéficiaires soient traités équitablement et donc a mis en place, il y a un petit peu plus d'1 an, un logiciel qui s'appelle Ready, qui est destiné à prévoir des budgets prédéfinis pour les personnes. Et donc, quand une assistante sociale encode les données personnelles d'une personne, le reste se fait tout seul. Et donc, le logiciel nous sort un chiffre, en positif ou en négatif. Et donc, si le chiffre est négatif, par exemple de 56 €, ça veut dire que l'aide qui doit lui être apportée doit être de 56 €. Et donc, pour le moment, c'est une aide à la prise de décision qui permet d'avoir un petit subside, parce que ça ne gâche rien. Mais je me pose la question, à terme, est-ce que c'est pas un frein, justement, à une analyse approfondie des dossiers, à une discussion au sein d'un comité qui, lui, à l'historique du dossier de la personne, va peut-être prendre des décisions en âme et conscience par rapport à certains éléments qu'on ne saura pas encoder dans Ready, parce qu'on ne sait pas tout encoder dans Ready. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Et alors, le dernier point, c'est l'intelligence artificielle qui est à nos portes, qui est aux portes du CPS. D'ailleurs, l'année prochaine, on a un congrès des DG de CPS à Liège et le thème de ce congrès sera l'intelligence artificielle en CPS, parce qu'on nous vend aussi ça comme une manière de travailler plus vite, de gagner du temps, d'aider les assistants sociaux à faire leur rapport. Mais moi, je me pose la question, est-ce que ça ne va pas aussi uniformiser notre travail et laisser l'humain au second plan ? Donc, par rapport à tout ça, je pense que c'est vraiment le rôle des DG de CPS d'étudier ces questions et de poser des garde-fous pour pouvoir continuer à exercer convenablement notre métier dans les années à venir. Parce que vous êtes fondamentalement convaincu qu'il y a une vraie spécificité du CPS et que si on remplace ça, soit comme un service annexe de la ville, puisque vous évoquiez certaines discussions sur la fusion, soit par une intelligence artificielle qui sort des chiffres in fine, on rate quelque part la vraie vocation, le côté humain qui fait partie des actions d'un CPS ? Oui, je pense, parce que c'est en cela qu'on aide le plus les personnes. Certains viennent ici juste pour qu'on les aide avec des démarches qu'ils ne sont plus capables de faire au niveau des autres niveaux de pouvoir, même des syndicats parfois, parce que ces institutions ne sont plus disponibles au téléphone ou il n'y a plus autant de permanence. Quand il y a eu les primes mazout il y a quelques temps, à cause de la crise énergétique, on a passé un temps fou, le service a passé un temps fou, rien qu'à aider les personnes à remplir ce document pour le fédéral, alors qu'en fait, ça ne passait pas du tout par nous, on n'avait rien à voir avec ça. Mais on était là, c'est le côté humain qui prime encore maintenant, et avec la fracture numérique encore plus. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens atteints de handicap, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne parlent pas français. Tous ces gens risquent de rester sur le carreau, et si les décisions deviennent automatiques, on n'arrivera plus à faire du cas par cas. Or, je pense que c'est ça notre force. Écoutez, merci pour ce cri d'alerte que vous lancez, mais je pense qu'il témoigne de toute l'énergie et de toute la positivité que vous voyez dans un rôle utile, aussi utile que vous le rêviez pour les concitoyens, les concitoyennes de Hanu. Merci à vous. Et voilà,
cet épisode de Localocratie est terminé. J'espère qu'il vous a plu et pourra contribuer, d'une manière ou d'une autre, à alimenter des réflexions, des débats sur notre vivre ensemble au niveau local. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à partager l'épisode. Si vous avez des questions, des suggestions de sujets ou d'invités, contactez-moi. Très belle suite de journée ou de nuit, c'est selon, et je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode.